La présente capsule porte sur la ou les fins de non-recevoir. L'arrêt de la Cour suprême Banque nationale contre Soucis est sans contredit la décision la plus complète sur le sujet. Tel que le souligne alors la Cour, il n'existe pas une théorie articulée des fins de non-recevoir en droit civil, comme il existe une théorie de l'estoppel en droit anglais. Dans son traité des fins de non-recevoir, paru en 1819, cité par la Cour suprême, le jurisconsulte Lemerle souligne en introduction que les fins de non-recevoir sont partout et nulle part à la fois. En effet, vous retrouvez dans le Code civil, le Code de procédure civile, dans des lois et même dans certaines maximes latines, on parle alors souvent de fins de non-recevoir non textuelles. D'ailleurs, le jurisconsulte Lemerle relève une cinquantaine de fins de non-recevoir seulement dans le Code Napoléon. L'auteur donne la définition suivante. Les fins de non-recevoir sont des exceptions péremptoires par le moyen desquelles on peut faire rejeter une demande sans débattre sur le fond du litige, et les exceptions péremptoires sont des motifs d'exclusion de l'action tellement puissants qu'ils anéantissent cette action. L'origine de la fin de non-recevoir est inconnue. On en retrouve d'ailleurs dans le digeste romain. Le jurisconsulte Lemerle associe son origine à la première personne ayant été en mesure de faire rejeter une affaire sans que l'on ait à se prononcer sur le fond du litige. Certaines fins de non-recevoir résultent de la loi, d'autres d'une situation de fait. À titre d'exemple, le Code civil à l'article 29-21 prévoit une fin de non-recevoir textuelle. La prescription extinctive est un moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action. Tel que l'explique Pottier, la fin de non-recevoir n'éteint pas la créance. Le créancier est tout simplement empêché d'être écouté en justice afin d'exiger sa créance. Ainsi, puisque le créancier a perdu son droit d'action, l'obligation qui était initialement civile devient alors une obligation naturelle. L'exception d'inexécution est un autre exemple de fin de non-recevoir pouvant être opposée par le défendeur afin de faire rejeter la demande du créancier. Elle n'éteint pas l'obligation. Elle empêche seulement le créancier d'obtenir le concours des tribunaux. Les tribunaux ne sont pas obligés de s'appuyer sur un texte de loi pour opposer une fin de non-recevoir à un justiciable. L'un des fondements juridiques possibles d'une fin de non-recevoir est le comportement fautif de la partie contre qui la fin de non-recevoir est invoquée. Comme dans l'arrêt Soucis, afin d'éviter que la banque tire avantage de sa propre faute, la Cour suprême a opposé une fin de non-recevoir à la demande de la banque. D'ailleurs, la maxime que vous avez certainement déjà entendue « Nul ne peut plaider sa propre turpitude » constitue une fin de non-recevoir. Selon les professeurs Luel et Moore, la fin de non-recevoir sanctionne le comportement déloyal ou non coopératif par un refus de donner suite à la demande formulée par l'auteur même du problème. Toutefois, selon Baudouin, ce n'est pas tant la faute qui justifie la fin de non-recevoir que les principes de bonne foi et d'équité. Selon la Cour d'appel du Québec, la fin de non-recevoir trouve son fondement dans les principes de bonne foi et d'équité. Le comportement fautif de la partie contre laquelle la fin de non-recevoir est invoquée est l'un des fondements juridiques de ce moyen de défense, mais non le seul. Les faits et gestes d'une partie, même en l'absence de faute de sa part, peuvent conduire à une fin de non-recevoir. En matière de procédure civile, on retrouve également la maxime « comme on fait son lit, on s'y couche », qui empêche une partie de soulever de nouveaux arguments tardivement. Une partie peut donc être forclos de déposer une pièce en preuve ou être forclos de plaider un argument particulier. Exemple, à titre d'employeur, vous êtes poursuivi pour la responsabilité de votre préposé. Comme moyen de défense, vous plaidez l'absence de lien de causalité entre la faute et le dommage. Au procès, vous plaidez maintenant un nouvel argument, à savoir que la personne fautive n'est pas votre préposé. La Cour risque de conclure que vous êtes forclos de plaider ce nouveau moyen de défense au motif que vous avez implicitement reconnu sa qualité de préposé en contestant uniquement le lien de causalité pendant si longtemps. Vous avez donc fait votre lit. Ce type de fin de non-recevoir est particulièrement présente en matière d'assurance afin de protéger les assurés. Voici quelques exemples. Un assureur nie couverture en plaidant l'aggravation de risque et au procès
plaide l'exclusion de risque. La fin de non-recevoir empêchera l'assureur de plaider ce nouvel argument. Autre exemple, l'assureur plaide une exclusion de risque et au procès plaide maintenant la nullité du contrat. La fin de non-recevoir empêchera l'assureur de plaider ce nouvel argument. Dernier exemple, dans sa lettre de négation de couverture, l'assureur s'appuie uniquement sur un accident cérébral vécu par l'assuré, alors qu'au procès, l'assureur soulève également l'alcoolisme de l'assuré. À noter que si vous apprenez des nouveaux faits en cours d'instance, cela sera différent, car vous aurez alors le droit d'amender vos procédures en suivant les prescriptions du Code de procédure civile. Dans ces exemples, la fin de non-recevoir sera opposable à l'assureur lorsque l'on peut inférer de son comportement une renonciation à faire valoir un argument. En terminant, nous avons étudié seulement 2 applications de la fin de non-recevoir, soit en matière d'obligation et en matière de procédure civile. Toutefois, comme le souligne Baudouin, la fin de non-recevoir déborde les limites du droit des obligations et de la procédure civile. Elle s'étend également aux sûretés réelles et même au droit fiscal. À cette énumération, on peut également ajouter le droit des successions et le droit de la famille.